We'll get started as we started 1 minute late. Hi, everyone. My name is Alina Vasanen, and I work at the Canadian Bonjour Women's tout le monde, Foundation. je m'appelle Alina Veissenen et je travaille à la Fondation canadienne des femmes dans l'équipe des projets communautaires. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. C'est un webinaire de renforcement des capacités qui s'appelle Démystifier l'analyse et la modélisation financière et les préparatifs d'investissement. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que le travail de la Fondation canadienne des femmes et des organismes qu'elle soutient mène leurs activités sur les territoires traditionnels des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous sommes reconnaissantes de la chance qui nous est donnée de nous réunir et de travailler sur ces terres. Nous savons toutefois que les reconnaissances territoriales ne suffisent pas. Donc, par cette connaissance, nous nous engageons à rechercher la vérité, la réconciliation, la décolonisation et les alliances dans le cadre d'efforts continus pour honorer les traités et redresser l'ensemble de nos relations. Si ce n'est pas encore fait, assurez-vous de choisir une langue. On a une interprète ici qui travaille pour s'assurer que tout ce que Ashley et moi-même disons soit traduit en anglais et en français. Donc, au bas de l'écran, il y a un bouton de langue. Vous pouvez choisir le français ou l'anglais. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la boîte de chat. Comme pour toutes les rencontres en ligne, si nous avons des enjeux techniques, nous allons essayer de les résoudre le plus rapidement possible. Et finalement, à la fin du webinaire, nous allons envoyer un questionnaire d'évaluation. Si vous pouvez, s'il vous plaît, prenez le temps de nous donner vos impressions et vos commentaires. Je vais maintenant présenter Ashley. Je suis très heureuse qu'elle soit parmi nous. Elle est associée à SVX, où elle travaille avec des organisations pour avoir un impact sur les investisseurs. Elle révise des occasions d'impact des investissements partout à travers le pays, aide les gens à mobiliser leur capital pour faire plus de profit. Elle est également membre d'une association de femmes entrepreneurs où elle a conçu la programmation pour les entrepreneurs non binaires et sous-représentés. Donc, nous sommes très heureuses d'être avec Ashley aujourd'hui. Nous avons très hâte de t'entendre. Et je vais maintenant arrêter de partager mon écran et vous permettre de voir la présentation. Merci beaucoup, Alina. Je vais d'abord transposer mon écran, partager mon écran pour que tout le monde puisse voir. Peut-être, Alina, fais-moi signe si on voit bien, s'il te plaît. Parfait, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous faire part des connaissances que j'ai à ce sujet, au sujet de l'analyse financière, la modélisation et la préparation à l'investissement. Je sais que ces termes peuvent être un peu épeurants si vous êtes nouvelle dans le domaine ou si vous envisagez réfléchir à ce type de concept dans le cadre du travail de votre organisme. Donc, avec un peu de chance, je vais pouvoir démystifier ce que tout ça veut dire. On a seulement 1 heure ensemble, c'est très court. Donc, je dois vous dire d'entrée de jeu qu'on ne pourra pas tout couvrir. Vous n'allez pas être complètement prête à l'investissement après ce webinaire. C'est un long processus, mais avec un peu de chance, ce webinaire va vous permettre de commencer à explorer ces concepts, ces idées. Vous allez avoir accès aux diapos pour pouvoir avoir en main les termes et mes coordonnées si jamais vous avez des questions supplémentaires. Donc, je vais plonger. Et Alina a déjà fait la reconnaissance du territoire, mais je veux quand même prendre le temps de le faire et de vous dire d'où je viens, d'où je suis. Je reconnais les territoires où je suis, donc à Toronto, qui sont couverts par la Première Nation Credit, Confédération des Haudenosaunee, les Wendat, les Anishinaabeg. C'est le territoire du traité Dish with One Spoon et du traité de Toronto de 1805. C'est important pour moi de le reconnaître avant de commencer la présentation. Je souhaite remercier les gardiens et gardiennes de la Terre
qui prennent soin de cette terre et qui nous permettent d'être ici et qui continueront à en prendre soin. J'aimerais commencer la présentation avec un aperçu de SVX. Nous sommes une entreprise de services financiers sans but lucratif qui conçoit des stratégies, gère des produits et mobilise des capitaux aux fins suivantes. Pour toutes sortes d'organismes, sans but lucratif, entreprises sociales. Et nous appuyons des gens dans toutes sortes de secteurs, de toutes les classes sociales, l'inclusion, l'alimentation, l'éducation, la santé, technologie propre, ce sont des exemples de secteurs dans lesquels nous travaillons. Un peu davantage à notre sujet, nous avons une plateforme de placement numérique. Donc, si vous y connectez, vous allez voir que nous avons une plateforme où les organismes peuvent évaluer les impacts de leurs investissements. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous connecter sur la plateforme. Nous offrons également des services de consultation pour renforcer les capacités des organismes qui visent à investir du capital avec une approche de gestion de fonds partout au Canada. Et finalement, très rapidement, nous faisons de l'éducation à l'investissement pour renforcer les capacités chez les investisseurs pour que nous vivions un jour dans un monde où tous les investissements soient conscients de leurs impacts. Depuis les dernières années, nous avons bâti un réseau de plus de 900 investisseurs. Nous avons mobilisé plus de 150 millions de dollars en capital. La préparation à l'investissement, c'est vraiment le domaine dans lequel nous travaillons et j'espère que je vais réussir à le démystifier pour vous aujourd'hui, ce que ça veut dire. Alina m'a rapidement présenté, mais comme elle l'a mentionné, je m'occupe de l'espace en diligence raisonnable et en relation avec les investisseurs. Donc, je cherche vraiment à comprendre si, par exemple, un investisseur a une occasion d'investissement, si l'occasion d'investissement est sécuritaire et solide. Et je cherche à offrir des opinions, des perspectives pour voir si les investissements répondent aux besoins des investisseurs potentiels. Donc, l'ordre du jour pour aujourd'hui, on va commencer avec une introduction à la comptabilité et à l'analyse financière. On va ensuite parler de modélisation financière et rapidement à la fin, on va plonger dans la préparation aux investissements. Peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on couvre ces questions-là d'analyse financière, de comptabilité, quand ce qu'on veut, c'est parler d'investissement, de préparation à l'investissement. Pendant notre processus d'évaluation, quand on s'est mis à développer cette série de webinaires, on s'est rendu compte que pour parler de préparation à l'investissement, c'est vraiment important de faire d'abord de l'éducation, de commencer vraiment à la base. Plusieurs personnes en sont… chaque personne en est à une étape différente dans ce processus et c'est vraiment important de commencer avec la première étape pour que les outils essentiels comme la comptabilité et l'analyse financière et la modélisation soient acquis, par les personnes pour pouvoir ensuite comprendre les notions de préparation à l'investissement. Donc, allons-y. Introduction à la comptabilité. Donc, c'est quoi l'histoire avec la comptabilité? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, la comptabilité? Vous avez probablement des comptables avec lesquels vous travaillez au sein de vos organismes. Ce qui est important de comprendre, c'est important pour vous de comprendre vos propres états financiers. Comment est-ce qu'ils fonctionnent pour votre organisme? Donc, la comptabilité, c'est consigner, surveiller, déclarer les transactions financières. Et les états financiers, vous en avez 3 qui sont essentiels et on va en parler en détail. Ce sont les états des revenus, les états des gains, les bilans et l'état de la situation financière et l'état des flux de trésorerie. Il y a différents noms pour chacun de ces documents. Donc, souvent, on utilise différents synonymes. Donc, pourquoi est-ce que ça me concerne?
C'est important de comprendre la comptabilité parce que c'est par la comptabilité que vous pouvez comprendre les activités de votre entreprise sociale avec le temps. Et de comprendre la comptabilité, de comprendre vos états financiers, ça vous permet de faire part de vos compétences financières aux principales parties prenantes et aux principaux investisseurs. Ça vous permet également de rendre compte de vos résultats aux principales parties prenantes et évidemment, ça vous permet de prendre des décisions efficaces. Quand vous comprenez l'état financier, la situation financière d'une organisation, vous êtes mieux en mesure de prendre des décisions parce que vous êtes vraiment au fait de la situation réelle. Je vais maintenant rapidement faire un survol des différents documents dont j'ai parlé, donc les 3 principaux états financiers. Et on va plus tard présenter une étude de cas pour rendre ça un peu plus concret. Donc d'abord, pour les états financiers, donc l'état des revenus, c'est un état qui reflète vos activités sur une période de temps donnée et qui présente vos bénéfices. Donc vos revenus, combien d'argent vous faites, ce que ça vous a coûté, vos dépenses, les coûts assumés, ainsi que ce qui tient à cœur aux investisseurs, les bénéfices, combien d'argent vous faites, les profits réalisés à partir de vos activités. Donc, ce sont les 3 éléments clés de l'état des revenus. Le bilan. Le bilan, au lieu de représenter une période dans le temps, ça représente un moment précis dans le temps. Donc, vous avez probablement entendu ces termes par le passé en parlant avec votre comptable. Donc, vous avez des actifs, donc les biens qui sont possédés par votre organisme, vos passifs, le passif, donc les dettes, ce que vous devez, et ensuite les capitaux propres, la valeur de l'entreprise du point de vue des actionnaires. On va en parler un peu plus en détail. Donc, les actifs, ce sont des choses comme de l'argent comptant, des comptes payables, tout immobilier, toute propriété que votre organisation possède, peut-être votre passif. C'est ce que vous devez aux autres, donc à court terme ainsi qu'à long terme. Donc, des paiements de crédit, par exemple, une ligne de crédit que doit payer l'organisme. Si vous êtes propriétaire d'un édifice, vous avez probablement une hypothèque, donc ça fait partie du passif, ce que vous devez à d'autres. Et la dernière section du bilan, c'est les capitaux propres. On parle de l'actif net si vous êtes un organisme sans but lucratif et c'est des capitaux si vous êtes un organisme à but lucratif. Donc, c'est ce qui est disponible, ce que votre organisme peut utiliser à l'avenir. Donc, quand vous faites de l'argent, au fil du temps, votre revenu net d'une année à une autre s'accumule dans ce qu'on appelle les capitaux propres. Si vous avez des fonds qui sont contribués par des donateurs, tout ça, ça entre dans les capitaux propres et vous pouvez vous en servir pour financer vos activités. Je sais que j'y vais très rapidement, mais j'ai un dernier bilan à vous présenter, c'est celui des actifs. Contrairement aux 2 autres, c'est ce qui présente votre flux trésorerie. Donc, vous avez probablement déjà entendu ce terme que l'argent, c'est ce qui mène le monde. Parce que l'argent comptant est essentiel pour une entreprise. Si vous n'avez pas d'argent, de flux trésorerie, vous ne pourrez pas payer vos employés, votre carte de crédit ou vos paiements d'hypothèque. Donc, c'est vraiment important pour vous d'avoir de l'argent, des liquidités. C'est important de savoir quelles sont les liquidités qui entrent dans vos comptes et quelles sont les liquidités qui sortent de vos comptes. On va plonger ensuite maintenant dans l'analyse financière. Je pense que cette section est la partie qui va rendre tout ça un peu plus clair. Et puis, on va mieux comprendre comment la comptabilité et l'analyse financière peuvent être utilisées
comment les investisseurs peuvent mener leur propre analyse financière pour mieux comprendre si une occasion d'investissement est une occasion d'investissement intéressante pour leur organisme. Donc, que cherchent les investisseurs? Les investisseurs veulent voir les états financiers pour déterminer si le modèle d'affaires de l'entreprise est bien fondé et si l'entreprise peut offrir un rendement sur l'investissement au fil du temps. Vraiment pour comprendre comment fonctionne votre organisme. Donc, en voyant votre état financier, en faisant une année financière, les investisseurs vont pouvoir répondre à des questions clés qu'ils ont au sujet de votre organisme. Par exemple, faites-vous de l'argent? L'entreprise est-elle rentable? Si vous n'en faites pas maintenant, quand est-ce que vous allez en faire? Les revenus. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour votre produit ou les services que vous offrez? Quelle est votre marge bénéficiaire? Donc, quels sont les coûts engagés pour réaliser une vente? Quelques autres éléments. Le taux de croissance, quel est votre rythme de croissance? L'évolutivité, est-ce que la croissance de l'entreprise permet de diminuer les coûts différentiels au fil du temps? Ou est-ce que la croissance vous permet d'avoir une meilleure marge bénéficiaire? Combien de dettes avez-vous? Quel est le niveau d'endettement? Combien de liquidités avez-vous? En avez-vous suffisamment? Ce sont des exemples de questions qui peuvent être répondues à des investisseurs qui souhaitent connaître votre situation générale et c'est pourquoi c'est très important pour vous de bien comprendre quelle est votre situation financière. Parce que les investisseurs seront en mesure de dire à quel point vous êtes prêt à l'investissement. Donc, vraiment, tout ça est déterminé en fonction de vos états financiers. Bon, rendons tout ça un peu plus concret. On va parler d'une ferme urbaine. C'est une étude de cas, c'est basé sur un vrai client. Donc, c'est de l'information fictive, mais basée sur des faits réels. Donc, c'est une ferme qui a été fondée par Teresa Singh à Ottawa. Et le problème de Teresa, ce qu'elle cherchait à résoudre, c'est qu'il y avait un désert alimentaire dans un secteur marginalisé et à faible revenu d'Ottawa, où l'accès aux fruits et aux légumes était limité et où l'épicerie la plus proche se trouvait à plus de 40 minutes à pied. Donc, elle a remarqué que le problème dans sa communauté, c'est que les gens passaient plus de temps, dépensaient plus d'argent sur la livraison de nourriture, sur l'achat de nourriture pour emporter. Et elle a décidé de faire quelque chose pour pallier ce problème. Elle a trouvé un lopin de terre de bonne dimension le long d'une route passante, près des lignes électriques qui étaient à louer. Et elle et 3 de ses amis ont décidé de se lancer dans l'exploitation d'une ferme communautaire sans but lucratif. Et l'idée, c'était... Donc, ils ont acheté la terre et en fait, ils en sont à l'étape où ils cherchent des investisseurs pour pouvoir acheter la terre et développer leurs activités. Donc, cette organisation était déjà en activité. Ils étaient déjà en activité, ils avaient un lopin de terre, mais ils cherchaient vraiment à faire une mise à l'échelle, à grandir. Donc, on va regarder l'analyse financière de cet organisme d'une perspective, du point de vue d'un investisseur. Donc, je vais jouer le rôle de l'investisseur et poser quelques questions au sujet de l'organisme en fonction de ce qu'on peut observer dans leurs états financiers. Donc, j'espère que ça vous donnera une occasion, un moyen tangible de comprendre ce dont il s'agit et que ça va vous aider à pouvoir faire le même exercice avec votre organisme. Parce que l'idée, encore une fois, c'est que vous soyez en mesure de comprendre la situation de votre organisme, de vos états financiers. Donc, plongeons. Il y a beaucoup d'informations sur cette diapo. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit ici l'état des revenus de Urban Farm à la fin de 2020. C'est ce qui se passait dans l'entreprise. Donc, les revenus à la gauche, collecte de fonds, et ensuite, donc on a la colonne revenus et ensuite quel type de coûts qui ont été engagés pour générer les profits. À droite, il y a les dépenses
Donc, des coûts généraux liés à l'opération, donc la publicité, les frais généraux administratifs, les outils. Donc, quand ils sont venus nous voir à la recherche de soutien, c'est ce qu'ils avaient en main, c'est ce qu'elles avaient. Donc, on avait quelques questions pour elles et quelques commentaires au sujet de leur état des revenus. Donc, je vais souligner quelques observations. Et peut-être que ça va vous donner de la matière à réflexion par rapport à vos états des revenus, leur apparence en ce moment et quelles conclusions peut en être tirées par les tierces parties. La première chose, c'est que pour un organisme qui n'est en activité que depuis 2 ans, je pense que c'est super qu'ils soient capables de générer du revenu et des bénéfices. Par contre, cet état de revenu est un peu chaotique. Donc, il y a des carrés que j'ai placés ici. Transport, livraison, carburant, aliments, frais d'expédition de livraison, ça désigne toute la même chose, en tout cas la même catégorie. Donc, ça peut porter à confusion. Pourquoi est-ce que ça a été organisé de cette façon précise? Et parce que le modèle d'affaires, c'est un modèle de vente de fruits et légumes, on aimerait pouvoir voir des états des revenus qui sont un peu plus propres, un peu mieux organisés. Donc, il faut que ce soit simplifié et que ce soit plus facile de raconter l'histoire de votre entreprise. L'autre élément, et l'autre chose qui a capté notre attention, c'est l'augmentation au niveau de la collecte de fonds. En 2017, ils avaient à peu près 8 000 en levée de fonds, en collecte de fonds. Et en 2018, elles ont plus que doublé le montant avec 20 000 de cueillette de fonds, de campagne de financement. C'est extraordinaire. Donc, leur bénéfice brut augmente. Donc, encore une fois, ça, c'est super. C'est très bon signe. Par contre, c'est toujours super d'avoir des revenus de collecte de fonds, mais moi, en tant qu'investisseur, je veux savoir si cette augmentation du revenu est viable et durable au fil du temps. Allez-vous continuer à recevoir du soutien sous forme de dons ou de collecte de fonds, ou est-ce que c'est un événement ponctuel? En tant qu'investisseur, moi, ce que je cherche, c'est une augmentation des revenus, une augmentation de la profitabilité, mais qui n'est pas nécessairement liée à la collecte de fonds, aux subventions. Et bon, c'est assez délicat parce que les subventions sont essentielles pour réussir à démarrer une entreprise, mais des investisseurs veulent s'assurer que la croissance soit durable, soit soutenable. Et je sais que c'est parfois très difficile d'aller obtenir l'argent, mais c'est vraiment important de viser la pérennité et la suffisance, l'autosuffisance financière, en tout cas la durabilité financière. Je vais passer à l'analyse, au bilan et faire le même type d'analyse avec vous. Donc, je vais souligner quelques éléments qui ressortent du lot. Si vraiment je me place dans la peau d'un investisseur, donc on peut voir que les actifs, la valeur totale des actifs a augmenté d'une année à l'autre d'à peu près 7 000 à 30 000 ce qui encore une fois est super. Par contre, encore une fois, on peut voir que c'est principalement lié à l'augmentation des collectes de fonds. Donc, il faut être consciente du fait que l'organisation ne croît pas nécessairement en raison des ventes, mais plutôt grâce aux collectes de fonds. D'autres commentaires? Vous pouvez voir ici qu'elles ont à peu près 7 000 en actifs
même s'ils n'ont pas de terre en ce moment, ils sont quand même... c'est une organisation, une entreprise qui repose sur les actifs, donc les outils manuels, fournitures. Donc, c'est positif en termes de mise à l'échelle. Donc, pour générer plus de revenus, ce ne sera pas nécessaire d'investir tellement plus d'argent parce qu'ils sont déjà beaucoup d'actifs. Encore une fois, ça, c'est très positif. Finalement, avec ces deux comptes, donc les comptes recevables et l'inventaire. Donc, les comptes recevables, c'est par exemple, si vous avez une ligne de crédit pour vos clientes, vos clients, donc une entente qui permet à vos clients de payer 60 jours plus tard après avoir fait l'acquisition du produit, par exemple. C'est ce qui apparaîtrait dans vos comptes à recevoir. Par contre, cet organisme n'a pas énormément d'éléments dans ce compte, ce qui veut dire que plusieurs de leurs clients paient comptant, ce qui, encore une fois, c'est très positif pour votre entreprise parce que les liquidités sont vraiment c'est la colonne vertébrale de votre entreprise. Plus vous avez de liquidités, plus vous allez être efficace parce que l'argent qui rentre vous permet de tout de suite payer, par exemple, vos cartes de crédit, vos employés, etc. Ça vous permet de tout de suite être opérationnel. On va faire le même exercice pour la dernière étape, dernière déclaration des états financiers, c'est le flux de trésorerie. Donc ici, on commence avec à peu près 14 000 $ au début de 2019 et on finit avec à peu près 22 000 $. Donc, le plus grand contributeur, c'est le revenu net de 3 opérations, ce qui contribue vraiment aux augmentations des liquidités. Et une bonne partie vient du revenu net, ce qui, encore une fois, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est là où on veut générer le plus de liquidités dans des activités d'exploitation. Donc, en étant actif, si votre entreprise est active, votre entreprise génère des liquidités, de l'argent. Il y a des activités d'investissement également. Vous investissez dans de l'équipement, des clôtures, des outils manuels. Donc, il y a un flux net des activités d'investissement. Donc, vous payez environ 3 400 $ pour investir dans ces ressources. Et vous avez également un peu d'argent qui entre de dons d'immobilisation. Par contre, ce que je veux souligner ici, c'est que ce revenu net, le chiffre du revenu net peut porter à confusion parce qu'une bonne partie de cet argent vient des activités de levée de fonds, de campagne de financement. Donc, c'est super de voir que vous avez des liquidités, mais comment allez-vous générer cet argent à l'avenir si vous ne continuez pas à recevoir les mêmes subventions, les mêmes dons? Donc, en tant qu'investisseur, c'est ce que je veux savoir. Comment répondre à certaines des questions qui restent pour cette entreprise? En tant qu'investisseur, je me demande si je veux contribuer de l'argent à Urban Farms pour qu'ils puissent payer l'hypothèque, acheter la terre, payer une hypothèque et faire davantage de profit. Donc, il me reste quelques questions. Comment allez-vous utiliser les 22 000 $ de liquidité dans un proche avenir? Et faudrait-il s'attendre à ce que l'organisation puisse compter chaque année sur cet argent obtenu par la collecte de fonds? Comment allez-vous générer des liquidités si vous n'avez pas ce 22 000 $? Je sais que j'ai répété à plusieurs reprises ce point, mais c'est très, très important. La dernière chose, la dernière question qui m'intéresse, c'est comment est-ce que cette injection de liquidité rendra-t-elle le modèle de revenu d'affaires plus durable à long terme? Donc, est-ce que ce 20 000 $ va leur permettre
de concevoir un modèle d'affaires qui leur permettra d'être de générer beaucoup de bénéfices à l'avenir. Comment est-ce qu'on répond à cette question? Par la modélisation financière. On va parler de modélisation financière de façon globale, encore en utilisant l'étude de Code Urban Farm. On va prédire le rendement financier de l'entreprise à partir de la situation financière actuelle, sachant qu'elles sont en mesure d'acheter la terre, de quoi auront l'air leurs activités. La modélisation financière, c'est un de ces termes qui est parfois un peu épeurant, mais bon, j'espère qu'on va pouvoir le démystifier aujourd'hui et mieux comprendre ce qu'il signifie. Donc, on va d'abord parler de ce qu'est la modélisation financière. Donc, un modèle financier, ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est d'abord et avant tout un outil qui nous permet de prédire le rendement financier futur d'une entreprise. Si, par exemple, nous sommes en 2021, c'est un modèle qui vous permet de connaître, de savoir de quoi a l'air votre situation financière en 2022, 2023, 2024, etc. C'est habituellement produit à l'aide d'un logiciel Excel. C'est également une façon de voir ce qui pourrait advenir si certains événements survenaient. Par exemple, l'année prochaine, est-ce que je vais pouvoir doubler mes ventes? Mais qu'est-ce qui va arriver si quelque chose comme la COVID-19 se produit et qu'on n'est plus en mesure de doubler nos ventes? Donc, c'est une façon de tester différents scénarios et leurs effets sur votre entreprise. Donc, un modèle financier, c'est la démarche optimale pour déterminer les sommes d'argent que l'entreprise sociale générera ou dont elle aura besoin au cours de quelques 3 prochaines années. Pourquoi les modèles financiers sont si importants pour les investisseurs? Pour les investisseurs, ça les aide à comprendre les projets d'avenir de l'organisation. Dans le cas d'Urban Farm, par exemple, en tant qu'investisseur, moi, ça me permettrait de comprendre qu'est-ce que vous allez faire avec les 22 000 que vous avez. Quels seront les effets sur l'entreprise d'une hypothèque? Où est-ce que vous souhaitez être dans quelques années? Donc, c'est pour comprendre à quoi servira l'argent que moi, je vais investir dans votre entreprise. Donc, quels objectifs mon argent vous permettra-t-il d'atteindre? C'est aide également à comprendre la capacité de l'équipe responsable à offrir un bon rendement et à atteindre les objectifs énoncés. Donc, si j'étais investisseur et que je regardais votre modèle financier et que vous projetiez doubler vos ventes en 1 an, si je revenais 1 an plus tard, auriez-vous atteint cette cible? Est-ce que c'est un objectif réalisable, sain? Donc, c'est une façon d'évaluer la capacité des entrepreneurs. Donc, vous avez probablement déjà vu tout ceci, mais je voulais vraiment que ce soit le plus clair et concret possible. Votre modèle financier, c'est essentiellement les états financiers regardent vers le passé et puis l'analyse financière regarde vers l'avenir. Donc, par exemple, cet état des revenus pour l'année 2018, si j'étais en 2018 et que je voulais projeter de quoi les années 2019 et 2020 auraient l'air, là, on serait en train de faire de la modélisation financière. Mais si on regardait l'année 2016, 2017, 2018, on serait en train de regarder les états financiers. Donc, c'est prospectif ou récapitulatif. Donc, ça dépend du moment auquel vous vous penchez sur la situation. Donc, vous regardez soit votre modèle financier, soit vos états financiers, selon que vous vous tournez vers l'avenir ou vers le passé ou vers le moment présent.
Donc, quand on bâtit un modèle financier, on fait des suppositions. Donc, c'est finalement une hypothèse. Combien de ventes ferez-vous cette année, l'année prochaine, l'année d'après? Selon vous, quel sera le coût de fonctionnement de l'entreprise, le loyer, les dépenses en marketing, les salaires? Et au bout du compte, c'est croyez-vous que, en tant qu'entrepreneur, que votre entreprise dégagera un surplus ou manquera de liquidité? Quelle information vous permet de croire que vous dégagerez un surplus ou au contraire manquerez de liquidité? Quelles sont les données susceptibles de vous aider à faire un estimé? Donc, voici l'état des revenus pro forma et un modèle financier pour Urban Farm. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a des projections. Et la projection, c'est qu'en 2019, ils auront fait 2250 $, en 2020, 2500 et en 2021, 2750. Donc, ce sont leurs estimés. Dans cette situation, donc ce qu'ils ont fait ici, c'est d'estimer à combien de restaurants pourront-ils vendre des produits, à combien de clients particuliers. Donc, ce sont des estimés liés au nombre de clients qu'ils pensent réussir à avoir. Et ça, c'est en se basant sur les études de marché et leurs constats réels. Ce qu'ils ont également fait, c'est d'estimer combien ces clients dépenseront-ils. Donc, en 2019, ils ont estimé qu'ils dépenseraient environ 2250 2250, 2500, 2750 entre 2019, 2020 et 2021. Et qu'au fil du temps, ça augmenterait. Ils ont également prédit qu'au fil du temps, le nombre de ménages qui souhaiteraient leur acheter des produits grandirait. Donc, que ces ménages dépenseraient environ 165 $ annuellement sur leurs légumes. Donc, l'état des revenus pro forma, c'est une façon de dire, voici notre modèle financier pour notre état des revenus. C'est une projection. Ce qu'elles ont également fait pour leur état des revenus pro forma, c'est d'estimer leurs dépenses, leurs coûts d'exploitation. Donc, en regardant leurs états financiers, elles ont formulé des hypothèses et ont projeté quels seraient leurs coûts à l'avenir. Donc, ici, vous pouvez voir que les coûts associés aux salaires et aux employés en 2020, je peux clairement voir que ce chiffre a augmenté. Donc, elle compte clairement embaucher quelqu'un à temps plein ou embaucher de nouveaux employés. Un autre conseil que j'aimerais partager avec vous pour votre modélisation financière, c'est qu'elles ont inclus un budget remplacement et une réserve de prévoyance. Donc, elles ont mis de côté un certain pourcentage de leurs revenus pour les imprévus. Donc, vraiment au cas où quelque chose se produit. Et c'est vraiment important de le faire dans vos modèles financiers si ce n'est pas quelque chose que vous faites déjà. Également, ce qui est très important, c'est qu'elles ont fait une modélisation des paiements hypothécaires. Et ça, c'est intégré à leur modèle financier. Donc, en 2018, elles n'étaient pas encore propriétaires de la terre, donc elles ne pouvaient pas encore l'intégrer à leur état financier. Mais pour comprendre de quoi relèvent leurs états financiers, si elles prenaient une hypothèque, elles ont intégré directement
les paiements hypothécaires, le loyer à leur état des revenus pro forma, à leur modèle financier. C'est quelque chose que vous voulez faire parce que vous voulez vraiment intégrer le plus d'éléments précis que dans votre modèle pour avoir une idée de vos profits au bout du compte avec tous les coûts d'exploitation et toutes les dépenses. Ce qu'elles ont fait ici, c'est qu'elles ont mis ensemble ces deux parties de modèle. Donc, leur revenu est tout au haut. Donc, c'est l'estimé de la quantité d'argent qu'elles comptent faire en 2019, 2020 et 2021. Elles ont soustrait toute une série de coûts. Donc, les coûts pour générer ces revenus. Puis, elles ont ensuite ajouté des chiffres supplémentaires. Combien de revenus tirés d'événements? Combien de dons recevront-elles? Combien de subventions? Encore une fois, de 2019 à 2021. Et ensuite, évidemment, elles ont ajouté leurs coûts d'exploitation. Donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent tous leurs revenus, elles soustraient leurs coûts d'exploitation et elles en arrivent à ce chiffre final de marge bénéficiaire. Ce qui dit qu'en 2019, si les choses se passent exactement comme on prévoit, qu'on prend cette hypothèque, est-ce qu'on va pouvoir faire de l'argent? Et la réponse, c'est que si les choses se passent exactement comme elles le souhaitent, non, vous ne serez pas dans le positif. Vous allez encourir des pertes pendant la première année. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est inquiétant, mais pour de nombreuses organisations, c'est très, très courant d'avoir des pertes dans la première année. Par contre, comme vous pouvez le voir, la marge bénéficiaire nette va augmenter au fil du temps. Donc, cette hypothèque, l'acquisition d'une hypothèque, c'est peut-être une façon de débloquer d'autres façons de générer des bénéfices. Je sais que j'ai présenté beaucoup de contenu aujourd'hui jusqu'à ce présent, mais je voulais rapidement vous parler de ce concept. Mais qu'est-ce qui se passe si tout ne se déroule pas exactement comme prévu? J'ai fait un modèle financier, et j'ai fait toutes sortes d'estimés, combien de clients je vais avoir, etc., combien ils vont dépenser. Je trouve toute cette information, toutes ces analyses, mes coûts d'opération, mes dépenses, mon hypothèque. Mais qu'est-ce qui se passe si mon hypothèque coûte plus cher que ce que je pensais ou si je fais plus ou moins de ventes que ce à quoi je m'attendais? Et voilà pourquoi on a ce concept qu'on appelle l'élaboration de scénarios. Vous pouvez manipuler vos modèles financiers de façon à les ajuster, à les adapter à différents scénarios qui pourraient se produire. Si vos objectifs de vente ne sont pas atteints, si vos dépenses d'exploitation sont plus élevées ou moins élevées que prévu, si vous décidez de ne pas prendre l'hypothèque finalement, de quoi votre situation financière aura-t-elle l'air? Donc, les scénarios, en fait, c'est de prendre votre modèle financier et de l'adapter en fonction du meilleur scénario, du pire scénario, du scénario le plus réaliste pour projeter ce qui va se passer dans ces trois cas. Donc, le meilleur scénario, le pire scénario et la situation la plus réaliste. Donc, si je retourne quelques diapos à l'avance et que je vais à la projection des revenus. Bon, même si c'est vraiment l'idée des scénarios, c'est vraiment tout simplement d'ajuster. Donc, au lieu d'avoir 12 restaurants, peut-être vous aurez 20 restaurants pour la première année, puis ensuite 50 restaurants en 2020 et 100 restaurants en 2021. Donc, l'élaboration de scénarios, c'est vraiment une façon de pouvoir adapter vos chiffres à différentes possibilités. Et ça vous permet en retour d'ajuster la marge bénéficiaire. Parce que si quelque chose change plus haut, par exemple le nombre de restaurants, ça va changer la marge bénéficiaire au bout du compte, à la hausse ou à la baisse. Donc, avec un peu de chance, j'espère que ce soit clair pour vous et que je ne vous présente pas trop d'informations.
C'est pourquoi c'est très important de garder une flexibilité. Je ne vais pas en parler trop en détail des feuilles de calcul incorporées et non incorporées dans le programme. Peut-être que vous pouvez regarder une vidéo sur YouTube pour comprendre, mais quand vous faites une feuille de calcul incorporée, vous mettez les chiffres exacts dans votre fichier. Vous écrivez par exemple 1 plus 0,60. Et malheureusement, ce n'est pas très flexible. Par contre, si vous utilisez une approche non incorporée dans le programme, et vous allez être en mesure de changer directement dans la cellule de calcul. Si je veux mettre 1 au lieu de 10 par exemple, ça va permettre à Excel d'automatiquement recalculer toutes les sommes pour cette colonne. Donc, je ne veux pas en parler trop en détail, mais c'est un conseil rapide là, que c'est intéressant d'adopter une approche de feuilles de calcul non incorporées pour garder une certaine flexibilité. À la fin de ma présentation, je vais prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Il nous reste déjà peu de temps. Mais comme promis, je vais prendre un peu de temps pour parler du processus d'investissement, de la préparation aux investissements, comme c'est ce qui nous intéresse ici. Donc, j'aimerais commencer en disant que le processus d'investissement, selon votre organisme, prendra une forme différente. Et chaque investissement sur une feuille de route précise et différente, mais en règle générale, voici les étapes que vous pouvez retrouver dans un processus d'investissement. Donc, d'abord, une première étape de préparation qui est très importante pour comprendre combien de capitaux sont exigés, quelle est la sûreté la plus judicieuse, quel type de capitaux voulez-vous recueillir dans votre organisme. Et finalement, vous voulez créer les conditions de négociation, donc être en mesure de parler avec les investisseurs et de négocier quelles seront les conditions de l'investissement. Donc, c'est le processus que vous suivriez dans un processus d'investissement. Donc, vous vous préparez à l'investissement et une grande partie du travail initial est un travail de préparation. Vous montez vos plans d'affaires, vous faites votre modélisation financière, vous vous assurez que votre entreprise fonctionne, qu'elle pourra être profitable, générer des revenus. Donc, vous allez passer une grande partie du temps, de votre temps dans cette étape de la préparation. Et ensuite, quand vous vous rapprochez de l'investissement, vous allez passer à travers toutes sortes d'autres étapes. Quelques questions clés, parce que je pense que ce sont les questions qu'on nous pose souvent à SVX. Ensuite, on va passer à une partie de questions-réponses. Je sais que ça fait un petit moment que je parle, donc avec un peu de chance, on va pouvoir répondre à vos questions directement. Quand sommes-nous prêts à recueillir du capital, à amasser du capital? Souvent, par exemple, j'ai besoin d'argent et j'ai besoin d'obtenir de l'argent pour pouvoir payer mes employés, mobiliser des capitaux. Mais ce n'est pas nécessairement le bon moment pour mobiliser des capitaux. Vous voulez mobiliser des capitaux quand vous avez déjà un certain parcours et vous avez déjà une certaine expérience. Vous voulez, par exemple, mettre votre entreprise à l'échelle, grandir. Vous voulez offrir vos produits à un plus grand marché ou vous voulez atteindre des objectifs sur 2 ans et vous avez besoin davantage de capital au cours des 6 à 9 prochains mois, par exemple. Ça, ce sont de bonnes raisons, pas que vous avez une idée, vous manquez d'argent, vous devez payer votre équipe le mois prochain.
Une autre question à laquelle on répond souvent, combien de capital devons-nous mobiliser? C'est là où votre modèle financier est très important parce que votre flux de trésorerie peut être estimé à l'aide de votre modèle financier. Donc, on va regarder ce processus rapidement. Essentiellement, en tant qu'organisme, vous voulez décider de quoi auront l'air les principaux jalons des prochaines années. Que voulez-vous accomplir? Vous allez ensuite déterminer quelles seront vos dépenses. Est-ce que vous allez devoir payer des nouveaux employés qui vous permettront d'atteindre vos objectifs? Est-ce que vous allez devoir trouver de nouveaux locaux pour accommoder ces nouveaux membres du personnel? Allez-vous devoir faire l'obtention d'un brevet pour la propriété intellectuelle de votre produit? Donc, ce sont toutes des considérations auxquelles vous devez réfléchir. Ensuite, vous projetez les revenus attendus. Combien d'argent pensez-vous que vous allez faire? C'est une question très importante. Et en faisant des suppositions qui reposent sur des faits, vous allez pouvoir faire cet estimé. Ensuite, essentiellement, vos dépenses moins vos revenus, c'est la quantité de capital dont vous aurez besoin. Donc, toute cette région, toute cette partie du tableau qui est en bleu, c'est le capital que vous allez devoir mobiliser. Combien d'argent vous manque-t-il actuellement que vous allez devoir trouver d'une tierce partie d'un investisseur pour pouvoir financer vos opérations et atteindre vos objectifs. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter ici. Il reste quelques diapos par rapport à quel type de capital devrais-je mobiliser, etc. Mais je pense que c'est peut-être plus intéressant pour vous toutes de regarder les diapos en temps et lieu et je vais prendre des questions pendant les 5 dernières minutes qui nous restent. Je sais qu'il nous reste très peu de temps. Donc, je vous passe la parole et voilà, questions-réponses. Thank you so much, Ashley. We had one question come up while you were presenting. Merci. Il y a une question qui a été soulevée pendant ta présentation, c'est au sujet des modèles. Est-ce que tu as des modèles qui sont disponibles? Est-ce qu'il y a d'autres ressources qui peuvent être partagées? Oui, super bonne question. Par rapport à l'analyse financière, je dirais qu'on n'utilise pas toujours des modèles. Il y a des questions clés qui peuvent être envisagées par rapport aux bénéfices, à la marge bénéficiaire. Ce sont souvent les paramètres sur lesquels les investisseurs se penchent pour faire l'analyse financière. Je dirais qu'il n'y a pas un modèle. Finalement, par rapport à la modélisation financière, ce qui est votre question, on a la version modifiée du modèle des fermes urbaines et souvent, on les partage pas nécessairement, mais vous pouvez simplement le regarder, voir comment c'est organisé, vous en inspirer. Également, ce que vous pouvez faire, c'est jouer avec les suppositions. Donc, si vous voyez que Urban Farm prévoyait avoir 20 différents restaurants, ce que vous pouvez faire, c'est dire 10 restaurants. Qu'est-ce qui se passerait si elles arrivaient seulement à avoir 10 restaurants? Ça va vous permettre de voir quel serait l'impact de cette supposition sur leur marge bénéficiaire et c'est une façon de bien comprendre. Thank you. Merci. Getting some nice comments coming through. Il y a des commentaires positifs.
J'ai une question pour toi, Ashley, au sujet de ton travail avec le réseau des femmes entrepreneurs de l'Ontario. Tu travailles avec des femmes et des entrepreneurs non binaires. Penses-tu que dans ce processus, est-ce qu'il y a des différences par rapport à ce travail, à un autre type de travail avec cette population précise? Oui, absolument. Absolument. Il y a définitivement des obstacles auxquels les personnes font face. Moi, j'en ai été témoin dans le milieu de la préparation à l'investissement. C'est tout à fait un domaine qui est dominé par des hommes blancs cisgenres. Et la réalité, c'est que la plupart du financement, je pense 2 du financement est versé à des femmes, ce qui est complètement ridicule. Il y a un obstacle systémique très clair qui empêche les femmes ou les organismes qui soutiennent les femmes de bénéficier d'investissements. Il y a beaucoup d'anxiété qui est reliée à cette situation. Ça peut être terrifiant pour les femmes entrepreneurs de se lancer dans le domaine. Ça peut être assez intimidant. Le capital, en général, ne se dirige pas vers ce type d'organisme. Si vous avez un produit qui s'adresse aux femmes et aux filles, parce que le milieu de l'investissement est dominé par les hommes, souvent, les investisseurs ne comprennent même pas l'idée de votre produit, de votre service. Donc, il y a des occasions d'investissement qui sont écartées dès le départ par manque de compréhension. Donc, oui, tout à fait, il y a des obstacles qui sont spécifiques aux entrepreneurs femmes et non-binaires. Et le travail d'organisations comme la Fondation canadienne des femmes démantèle certains de ces obstacles. Et c'est un travail qui est essentiel parce que c'est une réalité et le changement est très lent. Mon conseil, c'est soyez patiente envers vous-même. Le monde n'est pas toujours fait pour nous, mais ce n'est pas une raison de ne pas participer. Le système est comme ça, il faut se lancer quand même. C'est un peu mon point de vue. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on pourrait t'écouter parler à ce sujet pendant tout un autre webinaire, mais on apprécie vraiment beaucoup les compétences pratiques que tu as abordées. Il nous manque, on en est presque à la fin du webinaire. En fait, on est arrivé à la fin du webinaire. Je voulais te remercier, Ashley, du fond du cœur, d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir fait cette présentation. Je pense, j'espère que nous avons toutes pu apprendre de nouvelles choses aujourd'hui. Et je voulais remercier également le programme de préparation à l'investissement qui a organisé ce webinaire aujourd'hui. Donc, oui, je veux remercier le programme de préparation à l'investissement et remercier notre interprète d'avoir traduit nos mots et vous faire savoir que les diapos et la présentation seront disponibles plus tard via la Fondation canadienne des femmes. Donc, vous pourrez les trouver sur notre canal YouTube également. Si vous avez des questions, je pense qu'Ashley a mis son adresse email, ce qui est super. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup à tout le monde. Mia, je n'ai pas répondu à ta question, mais si tu veux m'envoyer un courriel, je pourrais y répondre. Ouais, j'aurais souhaité avoir plus de temps. Merci beaucoup tout le monde. Merci, je suis heureuse d'avoir été ici aujourd'hui.